Bonjour les 6e 5 et 6e 6. Alors, Monsieur Varagnac est de retour pour votre service évidemment. Alors, je m'excuse tout de suite par avance parce que j'ai un petit peu tardé pour vous livrer les vidéos que je vous avais promises. Bon, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué en ce moment en termes d'organisation, mais évidemment, je vous oublie pas et je rappelle également que pour ceux qui sont motivés, je poursuivrai le même protocole jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 4 juillet, afin qu'on boucle au moins le programme d'histoire. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donc travailler sur le thème de Rome et la République, dont vous avez déjà copié le cours déjà depuis un certain temps normalement. Et il y avait également une fiche d'activité qui était associée à cette leçon, c'était la fiche d'activité sur la guerre des Gaules, dont vous avez normalement réceptionné aussi un corrigé. Donc ce sont des choses dont je vais être amené à reparler dans cette vidéo et très possiblement aussi la suivante, parce que je pense que là je vais faire au moins 2 vidéos. Alors on va pas perdre de temps, on va attaquer tout de suite donc l'analyse donc de ce cours qui démarre par quelque chose d'assez compliqué puisqu'on là on est dans le domaine de la science politique. Donc là on travaille donc sur la naissance et le développement de la République romaine. Alors je rappelle une dernière fois que déjà en soi le mot république est important. On avait eu l'occasion de voir dans le cours précédent que Rome avait connu une révolution en moins 506 qui avait entraîné donc le renversement de la monarchie et cette monarchie avait donc été remplacée par une république, ce qui est déjà en soi un événement assez important parce que à cette époque-là, c'est-à-dire donc dans l'Antiquité, les systèmes politiques sont le plus souvent des monarchies ou des aristocraties. C'est beaucoup plus rare de trouver des républiques, c'est-à-dire donc un système politique dans lequel tous les citoyens sont quand même associés de près ou de loin à la vie politique et surtout où le chef de l'État ou bien encore les membres du gouvernement peuvent être issus de n'importe quelle catégorie de population, contrairement à une monarchie où là, le pouvoir suprême se transmet automatiquement au sein d'une même famille. Donc ça veut dire que dans une république, a priori, il y a déjà un petit peu plus de justice dans la manière dont on peut faire de la politique, puisqu'a priori, n'importe qui peut, à partir du moment où il a le statut de citoyen, bien évidemment, participer à la vie politique. Alors, il y a une chose tout de suite que je vous conseille de faire, c'est de vous saisir donc évidemment de votre cours si c'est pas le cas. Ça vous permettra d'avoir notamment sous les yeux l'organigramme de la répartition des pouvoirs à Rome à cette époque. Ce qui peut être pas mal aussi, si vous l'avez conservé, c'est de mettre la main sur la fiche d'activité sur Athènes. Alors ça remonte un petit peu, mais c'est intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une comparaison à faire entre l'organisation du système politique à Athènes qu'on a vu précédemment et l'organisation politique à Rome sous la République, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. On a déjà eu l'occasion de voir que Rome s'est beaucoup inspiré de la culture grecque, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de la culture, mais aussi et surtout au niveau de l'organisation politique. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, donc, c'est comparer les deux organigrammes, donc vous n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, à récupérer ce dont vous avez besoin, puis ensuite vous remettez sur play, et là vous allez peut-être un petit peu mieux saisir de quoi je parle. Alors, je vais passer tout de suite donc à l'analyse concrète. Donc cette république donc romaine que vous voyez apparaître sous forme d'organigramme donc dans votre cours, déjà, on peut identifier tout de suite un point commun évident, je pense que ça vous a peut-être interpellé, avec le système grec, c'est que déjà tout part des citoyens, évidemment, et ce qui est également assez facile à remarquer, c'est que justement, comme à Athènes, très peu de gens en fait ont le statut de citoyen, puisque sont exclus de ce statut de citoyen donc les femmes, les enfants, les étrangers qu'on appelait les métèques chez les Grecs, et bien évidemment les esclaves qui, je le rappelle, représentent une très très grande partie de la population. Dans certains cas, ça peut représenter 50% de la population, donc la moitié de la population est composée d'esclaves, et ça il faut surtout pas l'oublier. Donc ces citoyens donc, qui sont donc concrètement uniquement les hommes libres, de Rome au départ, mais on verra dans le cours suivant que même des citoyens, enfin même des hommes libres habitant dans des provinces conquises par Rome pourront avoir plus tard le statut de citoyen aussi, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc vraiment les points communs avec Athènes sont importants à ce niveau-là. Après ça devient un petit peu plus compliqué dans la manière dont se répartissent les pouvoirs, mais ce qu'on peut quand même noter c'est qu'il y a une répartition des pouvoirs, et ça correspond plutôt
aux deux encadrés que vous avez en haut de l'organigramme, celui qui porte sur les magistrats et celui qui porte sur le Sénat. Dernière précision concernant les citoyens, il y a un système de filtrage, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes se réunissent sous forme d'assemblée, c'est ce qu'on appelle les comices, qui ont principalement pour fonction d'élire d'abord les membres du gouvernement, et puis aussi qui peuvent participer au vote d'un certain nombre de lois. Donc si vous voulez, il y a déjà un système de filtrage, si vous voulez. Théoriquement, notamment au sein du gouvernement, ce qu'on appelle les magistrats, personne ne peut exercer sans avoir été préalablement élu. Alors on aura l'occasion de voir également un petit peu plus tard que le système d'élection à Rome à cette époque fonctionne quand même d'une manière un petit peu particulière dans le sens où il y a beaucoup de corruption, c'est-à-dire que concrètement on peut acheter le vote de certains électeurs et bien évidemment ceux qui sont le plus avantagés donc dans un système où la corruption est très développée, bah, c'est ceux qui ont déjà de l'argent à la base. Donc concrètement ça permet de comprendre l'expression d'oligarchie que j'ai mentionnée dans le titre du Grand 1, c'est-à-dire donc un régime politique dans lequel finalement ceux qui ont le pouvoir économique ont également le pouvoir politique, ou presque. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion d'oligarchie parce qu'elle est intéressante et on peut aussi la rapporter à la situation d'aujourd'hui. Alors, je reviens également sur le système donc de gouvernement, c'est-à-dire donc le groupe de personnes qui est chargé de diriger l'État au quotidien. C'est ce qu'on appelle donc les magistrats. Alors, à ce sujet, je fais une précision intéressante, je pense, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sens des mots. Aujourd'hui, le mot magistrat a un sens un peu différent de celui que vous avez ici. Aujourd'hui, les magistrats, c'est ceux qui travaillent dans le domaine de la magistrature, c'est-à-dire concrètement le domaine de la justice, c'est le cas en particulier des juges, des procureurs, etc., etc. Or, dans Rome à l'époque, le mot magistrat, et c'était le cas également à Athènes, n'a pas tout à fait la même signification. Le mot magistrat, en fait, désigne ce qu'on appelle tout simplement les membres du gouvernement, donc ça correspond à ce qu'on aurait aujourd'hui en France, avec le Premier ministre, ainsi que ses ministres et ses secrétaires d'État. Et en plus le chef de l'État, sachant qu'ici en fait il y a pratiquement on va dire, pas de chef de l'État au sens classique du terme, il y a deux chefs du gouvernement, en réalité, qui sont ce qu'on appelle les consuls, et c'est intéressant de remarquer qu'ils sont deux. Alors les consuls, c'est ceux qui ont le plus grand pouvoir au sein du gouvernement. Alors, ils ne sont pas arrivés à ce stade-là d'un seul coup, c'est-à-dire que s'ils sont devenus consuls, ça veut dire que préalablement, ils ont franchi plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle la carrière des honneurs à Rome à l'époque. Un certain Jules César, dont on va être amené à reparler beaucoup, correspond à ce profil, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les étapes. D'abord, il a été questeur, ensuite édile, ensuite prêteur, et il a fini comme étant l'un des deux consuls qui ont des pouvoirs extrêmement importants, puisqu'ils sont chefs de l'armée et du gouvernement, mais ils sont quand même deux. Donc ça veut dire que s'ils sont deux, le partage des pouvoirs quand même fonctionne, et si éventuellement un des deux consuls commence à faire un peu n'importe quoi, bah, l'autre consul peut être amené éventuellement à le lui rappeler. Sachant que si on bascule donc du côté droit, donc dans l'organigramme, le Sénat, on s'aperçoit que le Sénat a aussi cette fonction de contrôle de ce que fait le gouvernement. Et c'est une fonction que le Sénat peut exercer avec une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'il peut affirmer que il a cette, on va dire, cette compétence parce que justement les sénateurs sont composés de gens qui sont passés d'abord autrefois par la case gouvernement, donc ce sont des gens qui sont relativement âgés mais qui ont de l'expérience, et cette expérience elle peut être très très utile, soit pour conseiller le gouvernement, soit éventuellement pour le recadrer, ça a pu arriver. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Sénat a un rôle extrêmement important, ne serait-ce que pour une simple raison, c'est que aucune guerre ne peut être déclenchée sans son autorisation, sans son accord, c'est lui qui notamment vote les crédits. Or, comme il se trouve que durant cette période de la République, Rome va considérablement s'agrandir et conquérir beaucoup de territoires, bah, en fait, la situation de guerre sera extrêmement fréquente, et donc par conséquent, le rôle du Sénat est extrêmement important aussi. Voilà, donc ça c'est des choses, je dirais,
essentiel à retenir sur cet organigramme qui, je le reconnais, est assez complexe, mais enfin, à un moment donné, on est quand même obligé de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc ce que vous devez retenir, c'est essentiellement ce que je vous ai demandé de noter dans la trace écrite. Hein. Donc principalement trois éléments à retenir: les comices composés des citoyens, les magistrats donc qui forment le gouvernement, et le Sénat qui joue un rôle en quelque sorte d'arbitrage et de surveillance, et qui peut aussi avoir un rôle législatif, c'est-à-dire qu'il approuve un certain nombre de lois. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie, donc je pense que c'était important. Je répète que c'est pas la partie la plus facile, mais là je pense que déjà si vous avez réussi à comprendre et à retenir ce que je viens de vous expliquer, ben, ce sera pas mal. Hein, voilà. Alors, dernière précision quand même, mais ça je pense que vous l'avez compris aussi, c'est là aussi qu'on voit que Rome a quand même une sacrée influence encore même aujourd'hui sur la vie politique dans les pays et les États modernes. La France, par exemple, encore aujourd'hui a un Sénat, c'est le cas également aux États-Unis. Donc concrètement, si vous voulez, on voit bien que la culture politique aujourd'hui, elle est quand même très fortement influencée par le système grec et surtout le système romain. Voilà. Donc maintenant, je vais passer rapidement donc sur le grand B qui est intitulé donc un système qui reste très très inégal. Donc j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, notamment en abordant la question de l'oligarchie. Donc cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. Il y a essentiellement deux catégories de citoyens à cette époque à Rome, et c'est encore le cas aujourd'hui un peu partout dans le monde. Il y a ce qu'on appelle d'abord les patriciens, qui sont donc des riches familles romaines, souvent issues de la noblesse, qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup d'instructions, qui ont beaucoup de réseaux, et qui donc ont tendance à monopoliser le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils gardent pratiquement le pouvoir pour eux seuls. Donc cette catégorie de population généralement s'oppose à ce qu'on appelle les plébéiens. Alors plébéien, ça vient du mot plèbe, qui signifie le peuple. Donc, mais c'est vraiment le peuple au sens très très large, et en particulier la petite population, c'est-à-dire les gens qui ont des revenus qui sont très moyens, voire faibles, mais qui ont quand même le statut de citoyen. Donc il y a cette tension très forte entre les patriciens et les plébéiens, et comme il se trouve donc que les plébéiens constatent quand même que les dés sont un peu pipés et que en gros le pouvoir est exercé presque systématiquement, ou revient presque systématiquement aux patriciens, ils se disent que c'est pas du jeu. Je tiens quand même à faire une petite précision par rapport à ça. Rome connaît effectivement un régime qui est plus proche de l'oligarchie que de la démocratie, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en réalité, l'oligarchie, elle a toujours existé un peu partout, quelle que soit la nature réelle des régimes. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y aura quand même toujours une différence entre ceux qui ont l'argent et ceux qui l'ont pas. Si moi, par exemple, je décide de me présenter à l'élection présidentielle dans 2 ans, j'en ai parfaitement le droit. Hein, je jouis de mon statut de citoyen, donc je peux élire et être élu. Mais attention, c'est pas parce que j'en ai le droit que j'ai autant de chances que d'autres qui, eux, voilà, par exemple, vont bénéficier du soutien d'un parti. Quand on a le soutien d'un parti, ça veut dire qu'on a des militants derrière, ça veut dire qu'on a des moyens pour organiser des meetings, donc des grands rassemblements où on peut faire des discours. Pour ça, il faut une organisation, il faut des gardes du corps, il faut des gens qui s'occupent de la sonorisation, etc., etc. Si on veut, par exemple, faire des spots publicitaires, si on veut distribuer des tracts ou des affiches électorales, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc ça veut dire que si je me présente en tant que candidat pour l'élection présidentielle, j'en ai la possibilité, certes, mais mes chances de gagner seront beaucoup moins importantes que ceux qui sont déjà installés. Donc ça, c'est pour bien comprendre que cette idée d'oligarchie, de toute façon, elle existe toujours plus ou moins. Mais à Rome, on peut considérer qu'à la fin de la République, c'est vraiment un système qui est bien en place et bien institutionnalisé. Voilà, donc ce qu'on peut enfin préciser pour terminer, c'est qu'en plus d'être un système un régime assez oligarchique, ce régime, il est également assez autoritaire. Et ça vient essentiellement du fait que Rome est quand même une république très militaire, et du coup, quand on est une république très très militaire, on a tendance à être assez autoritaire dans sa façon de fonctionner, et petit à petit, les consuls vont avoir tendance à devenir de plus en plus autoritaires, et c'est le cas notamment d'un certain Jules César, dont je vais être amené à reparler très très vite. Donc, je vais refermer cette première vidéo, mais on se retrouve juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.